Bon, je suis la seule à m'ambiancer sur les dessins animés des années 90 ? Ah, merci. Tu es une femme créative, libre, pleine de potentiel. En tout cas, c'est ce que montrent les apparences extérieures. Parce qu'à l'intérieur, il y a une douleur sombre, sourde, qui te ronge de l'intérieur. Celle de passer à côté de ta vie, de ne pas vivre à ton plein potentiel, de ne pas te sentir accompli, d'avoir en permanence l'impression de lutter contre une force invisible qui t'empêche d'aller là où tu dois aller. Et tu ne sais même pas où tu dois aller. Et d'expérience en expérience, que ce soit professionnelle ou personnelle, tu reproduis encore et encore les mêmes choses. C'est peut-être que tu es dans l'archétype de Jung, la puella eterna, cette jeune fille éternelle qui refuse de grandir. Car grandir, c'est vieillir. Chaque pas qu'elle fait dans la vie, c'est un pas vers la mort. Et elle ne veut pas aller vers ça. Elle se sent incomplète, morcelée, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Car plus elle avance dans la vie, plus va s'installer une forme de spleen et idéal, comme décrit par Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Le poète exprime l'aspiration entre la beauté et la perfection, l'idéal, et la mélancolie face à la banalité de la vie, le spleen. Il cherche la puella externa chez ses muses pour lui apporter de la fraîcheur à sa vie qu'il trouve morose, car c'est un moyen de ne pas regarder la mort qui l'envahit de l'intérieur. Il cherche chez la puella eterna, chez ses muses qu'il va chercher à l'extérieur, un peu de fraîcheur comparé à la petite mort intérieure qui l'envahit. Cela définit très bien la puella eterna, cette jeune fille éternelle, avec d'un côté la mélancolie qui va s'installer avec le temps, allant jusqu'à des dépressions sévères, voire des suicides, et de l'autre, cette recherche de jeunesse éternelle, qui va être impossible à soutenir avec le temps, car le temps passe. Elle a du mal à accepter la routine, il faut toujours qu'elle soit nourrie par des choses nouvelles. Ce qui est une belle énergie en soi, car elle est très curieuse. Mais le hic, c'est qu'elle n'aime pas la discipline, l'effort continu, et pour construire sa vie, il faut de la constance et de l'action. Elle se croit libre, mais elle n'arrive pas à se mettre un cadre, ce qui va avoir tendance à la faire errer dans sa vie. La liberté sans cadre, c'est l'errance. La tête remplie de grands projets, pleine d'étoiles, mais peu arrive à des réalisations concrètes. S'imaginer dans un nouveau projet excitant va lui donner un shoot de dopamine, un neurotransmetteur qui donne de l'entrain et de la motivation. Sauf que dès qu'il y a de la contrainte dans l'effort, pourtant essentiel pour évoluer, il n'y a plus personne. Elle va avoir des difficultés à choisir, car choisir, c'est renoncer. Et elle ne veut pas renoncer à tout ce que peut lui offrir la vie. Elle va avoir des difficultés à choisir, car refuser, c'est renoncer pour elle. Et elle voudrait avoir tout ce que la vie a à lui offrir. Et aussi, elle a peur de se tromper dans son choix, de ne pas faire le bon choix. Or, elle ne peut pas tout choisir. À part si elle a le don d'ubiquité, il va bien falloir qu'elle en choisisse un. Elle ne peut pas être partout à la fois en même temps. Elle vit dans le peut-être, sur le fil de la vie, tel un funambule. Elle arrive toujours à s'en sortir, parfois moins que plus. Elle subit sa vie plutôt que de la vivre. Pour sortir de cet état de peut-être, Carl Jung parlait de tuer la puella eterna pour laisser la place à la grand-mère de la sagesse. Alors c'est sûr que dit comme ça donne pas trop envie d'y aller. Bon allez, c'est bon ma cocotte, là il va falloir sortir de ton monde des licornes au pays des bisounours et on va la tuer cette puella eterna. Et puis tu vas devenir une grand-mère, ça va être trop bien ça. Ça donne pas vraiment envie d'y aller, non? C'est pour ça que si tu es concerné par ce que je dis, que tu te sens concerné par cette puella eterna, c'est ne pas la rejeter, mais au contraire intégrer des morceaux complémentaires qui vont t'amener plus de puissance et de profondeur. Sortir de certaines illusions pour se sentir souveraine de sa vie. C'est aller chercher le morceau qui manque pour s'accomplir. À un moment de ta vie, tu as commencé à apprendre à marcher. Tu t'es pas dit « Oh non, mais j'ai pas à apprendre à marcher en fait parce que c'est tellement confort de me retrouver dans les bras de mes parents, j'ai vraiment pas envie de perdre ça. » Et pourtant, tu vois bien que depuis que tu marches, tu n'as rien perdu, au contraire, tu as gagné en autonomie, en action, en liberté. Intégrer la grande-mère en soi, ce n'est pas être une femme domestiquée, qui s'oublie soi-même. Non, c'est tout le contraire. C'est la femme qui reprend son pouvoir. Le mot grand-mère me dérange un peu parce qu'il y a une connotation négative, avec le présupposé que ça va la rendre dépendante à l'autre. Elle va perdre de l'autonomie. Alors que cet archétype est tout le contraire. C'est pour ça que dans ce qui suit, je vais remplacer la jeune fille éternelle par la princesse et la grand-mère par la reine.
La princesse, c'est celle des contes de fées qui attend son beau prince charmant pour venir la sauver et l'amener dans un joli château. C'est bien beau tout ça, mais elle peut pas vivre comme ça toute sa vie, comme la scène finale qu'on retient lorsqu'il danse dans le château. Et après, il se passe quoi? À un moment donné, la vie, elle va taper fort pour qu'elle s'accomplisse, cette jolie princesse. S'il y a quelque chose qui ne change pas dans la vie, c'est le changement. Alors après, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Le prince charmant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle découvre que son prince charmant, il allait sauver une autre princesse et qu'il n'était pas du tout charmant. Et puis elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une dépression. On nous aurait menti. Les princes et les princesses, ça n'existe pas. Dans l'archétype de la princesse, elle attend d'être choisie. La reine choisit, elle reprend son pouvoir. On voit que dans les dessins animés de mon enfance, on était vraiment dans des rôles de princesses qui attendaient que leur prince charmant vienne les réveiller avec un beau baiser. Actuellement, les princesses sont plus des reines dans les personnages de dessins animés. Allez, on se réveille! Vous eussiez dû par la tour grimper, vous aidant d'une corde nouée et m'enlever sur votre vaillant destrier? Vous avez dû vous sentir drôlement seul pour cogiter tout ça. Bon, Shrek est un peu bourrin pour réveiller Princesse Fiona. Tu peux choisir un homme un petit peu plus doux. Mais sa phrase Vous avez dû vous sentir drôlement seul pour cogiter tout ça. recadre très bien. Il est en train de dire « Mais sors de ton rôle de princesse, Fiona, et prends ta couronne de reine. Arrête avec tes phrases alambiquées et toutes mielleuses. Allez, viens, on y va, action !» D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait à la fin de l'histoire. Elle reprend son apparence d'original, par amour pour Shrek. Car elle se rend compte qu'elle s'amusait bien mieux dans les marais que dans le château qui lui était promis. En prenant une apparence similaire à Shrek, c'est là qu'elle devient une reine, même si les apparences sont trompeuses. La princesse veut être admirée. La reine impose le respect. Elle n'a besoin de demander la permission à personne pour exister. Elle fait, elle choisit. Elle sait que choisir, c'est renoncer. Mais ça ne lui fait pas peur, car elle a cette solidité intérieure de savoir que quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle choisisse, c'est juste à l'intérieur. Et quelle que soit l'expérience, elle sait qu'elle en sortira plus résiliente, plus forte et plus puissante. Alors peut-être que tu te demandes, mais waouh, mais je suis complètement dingote. Qu'est-ce qui fait que je reste dans la princesse alors que je pourrais être une reine hyper puissante, forte et résiliente? Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Tu te retrouveras certainement dans certains. Cela peut partir de la surprotection d'un ou des parents, qui pour le coup part d'un bon sentiment, parce qu'ils ont peur que leur enfant souffre. Sauf que dès que l'enfant a une frustration, une difficulté, un conflit, un obstacle, le parent va l'apaiser et faire à sa place. Sauf qu'il n'apprend pas à porter sa voix, à exister par lui-même, à apprendre à se tromper. Il ne peut pas faire confiance en son propre jugement pour réussir. Il ne peut pas avoir confiance en lui. Il va se sentir incapable de gérer une situation. Si à chaque fois qu'un de ses parents fait à sa place, il ne peut pas apprendre à le faire. Avec le temps, il manque de confiance en lui. Et puis, il va y avoir les bénéfices secondaires. C'est hyper confortable qu'il y ait quelqu'un d'autre qui gère les conflits à sa place. Il va donc s'éteindre à petit feu. Car il apprend que moins il existe, plus on va le protéger. Qui, au passage, crée une flopée de peur, présupposant que le monde est dangereux. Puis, il y a les parents toujours trop occupés, qui travaillent trop. Ou alors ceux qui sont occupés, mais d'une manière pas très noble, comme par exemple passer du temps devant la télé ou avec sa bouteille d'alcool. Et ils ne vont pas prendre le temps pour que l'enfant fasse son expérience. Ils vont faire à sa place. Pas le temps de t'apprendre à lasser tes chaussures, pas le temps de t'apprendre à faire le lit, pas le temps de t'apprendre à mettre la table. Sauf que l'enfant, eh bien, il a besoin aussi de faire ses expériences. Avec le temps, ça va prendre plus de temps aux parents de faire et refaire à la place de l'enfant. Et la princesse grandit. Elle va être submergée par les tâches ménagères, professionnelles. La moindre chose devient une montagne à gravir. Elle ne sait pas comment faire. Et comme elle n'a pas pris la contrainte, elle va fuir dans l'amusement. Sauf que pour devenir actrice plutôt que spectatrice de sa vie, il va falloir qu'elle passe à l'action pour créer sa propre histoire. Puis, il y a les traumas non résolus. La peur est une émotion qui va figer, faire fuir ou mettre en colère. On a toutes notre mode préféré de survie. Prenons un exemple. Deux parents qui se disputent. L'enfant qui voit ça quasiment quotidiennement dans son enfance va se sentir impuissant, va se taire, va se figer.
Sauf que la princesse devenue grande va avoir le même mode de fonctionnement. Dès qu'elle va avoir une situation similaire, elle ne va pas savoir poser ses limites, dire non. Elle va être terrorisée, qu'on la rejette, qu'on lui dise non ou qu'on lui crie dessus. Et puis, il y a l'image que nous impose la société. Quelques morceaux choisis sur les réseaux. Des kilométrages dans le compteur et elle veut encore que les hommes la désirent comme avant. Oh, après la quarantaine, il faut revoir ses exigences à la baisse, car comme les fleurs, vous fanez. Oh, c'est mignon. T'as la haine car tu es périmée avec tes fesses plates et ta pose de fatigué du string. Alors là, on a de la grande littérature. On a des présupposés très intéressants. Que l'homme, quand il vieillit, c'est comme le bon vin, il se bonifie. Par contre, la femme, faut qu'elle reste jeune et belle, hein, sinon elle va se faire congédier. Les femmes doivent séduire, elles doivent être belles, elles doivent être choisies. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Puis, il y a ton sexe de naissance, homme ou femme, qui va créer ou non une dépendance à l'autre. D'ailleurs, il y a des lois qui ont été créées pour essayer de restabiliser, d'égaliser cette différence. Alors, quelques morceaux choisis. 1965. Les femmes peuvent gérer leurs biens et exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. Waouh, trop bien. 1971, l'égalité de salaire entre hommes et femmes pour le même travail. Bon là, on voit qu'il y a encore du boulot, hein. C'est pas encore ça. 2004, c'est super récent ça. La femme peut demander le divorce sans le consentement de son mari. Oh, bah avant, c'était, elle se fait violenter et puis il fallait qu'elle se taise, hein. Il fallait qu'elle reste. C'était à la vie, à la mort. Elle avait signé. 2006, le viol conjugal est inscrit dans la loi et sanctionné. Waouh! Avant, c'était open bar, hein. Tout était permis. La femme, il fallait qu'elle la ferme. Tout ça, c'est présent dans l'inconscient collectif. Et oui, toutes ces lois. Il a fallu créer des lois dont certaines sont très récentes pour montrer que les femmes sont l'égale de l'homme et peuvent être indépendantes. C'est qu'elles ne l'étaient pas considérées encore avant. Et comme on vient de le voir, il y a quand même des lois 2006, c'est quand même très récent. Et puis, il y a les films qui sont là pour véhiculer cette image. Prenons l'exemple du film romantique Love Actually. Le Premier ministre britannique va tomber amoureux de sa collaboratrice, et vice-versa. Elle est jeune, belle, séduisante, pleine d'entrain, naïve, et elle va devenir dépendante d'un homme riche de pouvoir qui va la guider vers le bonheur. Faut-il que de buter ici pour une tasse de thé et des biscuits au chocolat? Donc, conclusion, si tu veux exister dans ce genre de film, il ne faut pas que les signes du temps se voient sur ton visage et que tu gardes cette jeunesse éternelle, ce qui peut aller vers des extrêmes. La princesse va apprendre avec tout ça que ce qui est valorisé, c'est la jeunesse et l'innocence, alors que la maturité, la force et l'indépendance peuvent intimider l'homme. On le voit bien dans certains couples où l'homme gagne moins d'argent que la femme. Il va se sentir impuissant, intimidé. Il ne va pas avoir son levier d'action par rapport à la femme. C'est-à-dire qu'elle va devenir indépendante. Elle pourra partir si l'homme est maltraitant, si elle ne l'aime plus. Elle ne va plus être tenue par l'homme, avoir cette dépendance financière par rapport à lui. Ce qui va créer des peurs chez lui, qui est une peur transgénérationnelle. C'est-à-dire que peut-être ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, etc., la femme ne travaillait pas. Elle était très dépendante financièrement de l'homme. Elle ne pouvait pas partir. Elle pouvait se faire maltraiter, dévaloriser, humilier, ou tout simplement ne plus aimer l'homme, mais elle devait rester. Elle n'avait pas le choix. C'était très très compliqué de partir parce qu'elle n'avait pas les moyens financiers pour pouvoir partir. Pour la princesse, grandir, c'est perdre de la valeur. Alors là, deux choix s'offrent à elle. Soit elle continue de combattre, de lutter contre ce vieillissement et elle va s'épuiser et passer à côté de sa vie parce qu'elle ne deviendra jamais reine, soit elle accepte le changement. Donc tout ce que je dis là, c'est valable pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Il n'y a pas de raison, on vieillit tous et on grandit tous et on évolue tous. Ça fait partie de la vie. Accepter le changement, ce n'est pas se résigner, ce n'est pas ne plus rien faire et passer son temps sur le canapé à manger des chips. Non, c'est accepter que voilà, on vieillit toutes, on vieillit tous et qu'on peut aussi prendre soin de soi. Pour savoir où tu te situes, tu peux te poser une question. Est-ce que quand c'est ton anniversaire, tu dis oh là là, mais je veux même pas fêter mon anniversaire un an de plus, mais c'est juste horrible? Ou alors, est-ce que tu te dis waouh, merci la vie, j'ai la chance d'avoir une année de plus.
la chance que d'autres n'ont pas spécialement. Je voyais leur vieillesse, je voyais pas ça comme un défaut du tout. Et du coup, je me dis que savoir vieillir, c'est aussi une belle aventure. Bon, Monica Bellucci, elle est quand même canon. Mais dans ce qu'elle dit, elle incarne totalement sa reine, totalement ce qui est dit là, dans cette vidéo, depuis le début. Alors, comment troquer ta couronne de princesse contre celle de reine? Bon, je tiens à préciser que ce n'est pas lâcher tout. Ce n'est pas abandonner ta fraîcheur, ta joie de vivre, ton envie de découvrir le monde. Non, c'est ajouter de la profondeur à cette princesse pour devenir une reine. Ce n'est plus te poser 10 000 questions en te disant est-ce que je fais le bon choix, pas le bon choix, est-ce que c'est la bonne décision, pas la bonne décision. Se sentir complète sans un ou une partenaire de vie. Sa liberté, c'est son indépendance. Seule ou accompagnée. Ce qui n'empêche pas la vie de couple. Je suis une amoureuse de l'amour et je ne trouve rien de plus beau qu'un couple qui vieillit ensemble et qui avance main dans la main malgré les tempêtes. Donc je ne vais pas faire une vendetta anti-couple, bien au contraire. En incarnant l'archétype de la reine, ton bonheur ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de l'intérieur. Ça dépend de toi, d'où ta prise de responsabilité sur ton bonheur. Et le couple est là pour te faire grandir, pour évoluer, pour te compléter, pour échanger, pour partager, pour te soutenir dans les moments difficiles, pour te prendre dans les bras quand tu en as le plus besoin. Devenir une reine, c'est récupérer la partie qui te manque, l'animus, ta partie masculine. Bon, j'entends déjà certaines féministes dire « Oh non, non, j'ai pas de partie masculine ». Ce serait comme dire un masculiniste qui récupère sa partie féminine. Car on a toutes en soi, et tous, en tant qu'être humain, du masculin et du féminin. C'est le fameux yin et yang. D'ailleurs, dans le yin et yang, il y a une partie blanche et une partie noire. Dans la partie noire, il y a un point blanc et dans la partie blanche, il y a un point noir. Car on a toutes et tous besoin de ces deux parties. La partie yin, c'est la partie émotionnelle, c'est la partie intuitive, c'est celle qui permet de réfléchir. La partie yang, c'est la partie action. Donc on voit bien par exemple que quand on a un projet professionnel, si on commence à rêver le projet, c'est la fameuse procrastination, quand on n'arrive pas à passer à l'action, je rêve le projet, j'imagine, puis je vais imaginer d'autres choses, et puis une autre, etc. C'est sans fin. Il y a besoin de passer à l'action. Si je fais que passer à l'action, ça va poser d'autres problèmes. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout réfléchi au problème, je vais passer à l'action. Il y a un mur, c'est pas grave, je vais aller péter le mur et je réfléchis même pas ce qu'il y a derrière. Et après, je vais ramasser les morceaux. Donc on voit bien qu'on a besoin et de réfléchir et d'avoir cette intuition, cette intelligence émotionnelle par rapport à un projet et aussi de passer à l'action avec cette partie yang, cette partie animus qu'il est important de retrouver en soi pour passer à l'action. Donc pour devenir une reine, c'est avoir cette posture, d'aussi passer à l'action, de faire des choix, de prendre des décisions de vie. Sinon, il ne se passera pas grand-chose et tu auras l'impression de rester dans ton château, telle une jolie princesse. Mais qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce château, c'est une prison dorée que tu t'es créée avec le temps. Et pour finir, comme je suis spécialisée dans la libération des relations toxiques et notamment par rapport au pervers narcissique, alors dans la vidéo, je parle toujours du pervers narcissique, mais évidemment, tu peux être aussi en relation avec une pervers narcissique, ça va dans les deux sens. La princesse, mais c'est la proie idéale pour le pervers narcissique. La reine, elle sait poser ses limites, elle sait dire non, elle sait exprimer ses besoins, elle sait fermer la porte à ce genre de profil qu'elle ne laissera jamais entrer. Parce qu'elle existe par elle-même, elle ne se laissera jamais détruire par ce genre de personne. À l'inverse, avec une princesse qui n'arrive pas à poser ses limites, qui n'arrive pas à dire non, eh bien, le pervers narcissique va se servir sans vergogne de sa lumière pour nourrir son ombre. Le travail avec une personne victime de pervers narcissique, c'est de poser ses limites, d'imposer le respect, de dire non, d'écouter ses besoins et de ne plus accepter l'inacceptable. C'est devenir une reine, car elle n'a plus à accepter le déversement émotionnel, la poubelle émotionnelle de cette personne qui n'est pas capable d'être responsable de ses propres émotions, de ses propres blessures. C'est incarner sa pleine puissance de reine et surmonter les obstacles avec panache. Ta vie mérite plus que d'être subie.